En Afrique, le Cameroun, avec ses deux langues, le français et l'anglais, est considéré comme un cas de bilinguisme réussi. Une utopie, diraient certains. Près de 40 ans après, peut-on considérer que la politique linguistique a évolué? Aujourd'hui, avec la crise anglophone, la langue est considérée comme un instrument de paix ou alors de guerre. Quel écho cette crise anglophone a auprès de sa diaspora en France? Vous êtes sur Regard Extérieur, bienvenue sur Canal 2 International. Est-ce que vous avez entendu parler de la crise anglophone au Cameroun? Je sais qu'ils parlent l'anglais et le français. C'est tout ce que je sais. Non, la crise anglophone au Cameroun, non, je suis désolé, je ne suis pas l'actualité du Cameroun actuellement. Franchement, non. Franchement, non. Non, pas vraiment. Je ne suis pas au courant, je ne suis pas vraiment informé là-dessus parce qu'on est plus porté déjà sur la politique déjà au sein du Cameroun, mais au niveau anglophone, non. Retour sur ce plateau donc avec mes invités. Donc je reçois Augusta Epagna, militante de l'Union des populations du Cameroun. Bonjour. Bonjour. Je reçois également Martial Zebelinga. Je rappelle que vous êtes sociologue, économiste. Bienvenue Martial. Merci. Alors, vous êtes là pour parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, la crise anglophone. La première question, c'est quel écho dans la diaspora? Vous venez de regarder comme moi le micro-trottoir qu'on a diffusé sur les personnes interviewées. Il y a évidemment des Africains, mais il y a également un Camerounais qui a dit en tout cas qu'il n'est pas au courant de la crise anglophone. Augusta, votre sentiment? Peut-être n'est-il pas en lien avec le pays, avec sa famille, enfin, je sais pas dans quel terme on en parle dans les médias camerounais. Je ne sais pas, enfin, où vit ce compatriote. Enfin, je suppose qu'il vit en France. En France, oui, tout à fait. Je suppose qu'il ne se tient pas très informé de la situation de son pays. Parce que quand même, ça fait maintenant plusieurs mois que cette crise est présente et qu'on en parle quand même largement dans les journaux, à la télé, à la radio, etc. Donc, c'est un peu étonnant. Étonnant. Martial. Alors, étonnant, en partie, peut-être pas totalement aussi. N'oubliez pas qu'on est en France. Et donc, Oui. L'actualité française est dominée par tout un ensemble de choses autour des pré-présidentielles. L'actualité africaine est peut-être dominée aussi autour de la Coupe d'Afrique. Et effectivement, nous sommes 5 fois champions d'Afrique, donc inutile de le rappeler. Je pense qu'il y a ces éléments qui jouent. Si on était en Angleterre, par exemple, on aurait probablement un échantillon qui donnerait d'autres résultats. Donc voilà, le fait d'être en France peut-être créer une forme d'écran aussi sur cette réalité et cet écran est aussi caractéristique de la situation dont nous allons parler. Ok, très bien. Justement, la crise anglophone, j'aimerais d'abord, avant qu'on aborde tous les différents sujets, la question que je vous pose, c'est quel regard portez-vous sur le traitement par la presse, notamment française, de cette crise anglophone? Augusta. Je pense que pour eux, c'est un non-sujet. Enfin, ils n'en parlent quasiment pas. Moi, j'ai vu très peu d'articles ou d'émissions sur cette question-là. Enfin, sincèrement, j'essaie d'ailleurs de me remémorer dans quoi. Si, Jeune Afrique, mais Jeune Afrique, non. On en parle très très peu. Je pense que ça. D'ailleurs, le Cameroun est totalement ostracisé dans les médias français. Donc ça, c'est déjà le premier des problèmes à soulever. Je pense que les intérêts français sont tels qu'ils ne souhaitent pas du tout de parler de ce qui fait problème au niveau de la situation du Cameroun, et on ostracise véritablement le Cameroun. Je peux d'autant plus en témoigner qu'on a fréquemment approché les médias pour les informer de situations de tension dans le pays, y compris par rapport à ce qui se passe dans cette région entre guillemets dite anglophone, et il ne semble pas y porter grand intérêt. D'accord. Martial, quel regard en fait est-ce que vous avez vu, vous, la presse française en parler, parler de cette crise anglophone? Je dirais cette crise africaine et camerounaise, effectivement, est sous le poids d'une histoire.
C'est-à-dire qu'il y a eu une construction historique du silence sur le Cameroun en particulier, et pour les raisons qu'on sait. C'est-à-dire qu'il y a eu une authentique guerre qui a été menée contre les patriotes camerounais. Cette guerre était absolument illégale aux yeux même de la France, de la loi française. Elle était totalement illégitime aux yeux des Africains. Et donc, il était hors de question de la divulguer. Et donc, il y a eu une construction comme ça de silence. Ces silences sont de temps en temps rompus par des événements exceptionnels, l'exceptionnalité du cadre du Cameroun, les victoires sportives, alors que ce soit Yannick Noah, que ce soit les Lions indomptables, etc. Donc, et puis, un petit peu, de temps en temps, le fait qu'il y a une diaspora, qu'il y a, encore qu'on n'en parle pas tant que ça, mais on me dit quand même qu'apparemment, il y a des gens très formés au Cameroun, donc ça revient de plus en plus. Mais sur les questions strictement politiques, c'est vrai qu'il y a une construction historique du silence qui demeure très forte. Cela dit, on a quand même quelques articles qui sont parus dans Le Monde, etc. Mais vous savez, il y a plusieurs façons d'organiser le silence. Hein. Vous êtes dans les médias, c'est pas parce qu'on a un article ou deux dans la presse qu'on en parlera. Mais d'autre part, ce n'est pas non plus une aberration en soi. Ce qui est important, c'est que les Africains, dans leur ensemble, les Camerounais en particulier, reprennent possession de leur réalité et donc de leur futur. Et donc c'est d'abord aux Africains de parler de leur réalité. Et si de plus en plus on se désintéresse de l'Afrique, aussi bien des questions politiques, mais également que du sous-sol africain, par exemple, ce serait plutôt une bonne chose. D'accord. On a choisi d'intituler en fait le sujet, le thème du jour, hein, crise anglophone, la langue instrument de paix ou de guerre. Justement, vous avez souligné l'histoire, la construction du silence. Ça me permet justement de vous passer la parole, Madame Augusta Epagna, sur cette histoire justement du Cameroun, cette histoire non dite et peut-être cette histoire aussi qu'il y a dans les manuels. Il y a un lien qui donc apparaît clairement entre la crise dite anglophone aujourd'hui et l'histoire du Cameroun. Est-ce que vous pouvez justement retracer un peu cette histoire ? Oui, très brièvement. Bon, je pense que, enfin, je ne sais pas si les protagonistes aujourd'hui de cette crise, ont en mémoire cette histoire, véritablement. Mais c'est intéressant de la retracer. Donc, le Cameroun sous domination allemande, effectivement, géographiquement, avait des contours précis. Et ce sont en gros ces contours-là qui sont revendiqués, qui ont été revendiqués. Globalement, comme étant l'entité géographique du Cameroun, dès la création de l'Union des populations du Cameroun en 1948, ça a fait partie immédiatement des revendications. La première des revendications d'ailleurs de l'Union des populations du Cameroun, pour lesquelles Oum Niobé est allé aux Nations Unies à trois reprises dans des conditions extrêmement difficiles. C'était pour revendiquer donc la réunification du Cameroun, qui était la première des revendications, et l'indépendance. Donc c'est vrai que d'emblée, ça a été posé comme ça. On a revendiqué effectivement cette réunification et le fait qu'on puisse retrouver cette entité. Parce que ceux qui prônent la partition, moi je pense que on a dénoncé la conférence de Berlin où on a disséqué l'Afrique. Hein. On a disséqué, on a partagé des communautés qui avaient la même langue, qui avaient des familles, etc., qui ont été complètement déchirées comme ça, etc., du fait de ce partage colonial. Et je pense que l'Afrique, les peuples africains n'ont pas intérêt aujourd'hui à ces micro-États, à cet éparpillement, etc. On a vu ce qui s'est passé au Soudan, on a vu ce qui s'est passé en Somalie. Est-ce que pour autant, les États créés, constitués suite aux conflits, souvent par des faiseurs de guerre, ont permis de résoudre les problèmes des populations? Je ne le pense pas. Par contre, je pense tout à fait légitime les revendications de nos compatriotes entre guillemets, je mets toujours ça entre guillemets, anglophones, elles sont extrêmement légitimes. Ce sont des revendications sociales, économiques, culturelles, voire linguistiques. Mais moi, quid de la construction d'une langue nationale que nous pourrions avoir en partage? Mais il en existe déjà deux, justement. Justement, il y a une politique... Le français et l'anglais. Tout à fait. Mais on va justement, voilà. on va y revenir. Je vais justement laisser
Monsieur Martial Zebelinga, justement, appuyer également sur cette partie historique, n'est-ce pas, sur cette histoire du Cameroun. Vous avez parlé de la construction du silence dans les médias orchestrés par les uns et par les autres, mais également cette partie de l'histoire qui est non dite. Est-ce que vous pouvez y revenir, justement ? Alors, si je devais y revenir en quelques points, peut-être, pour essayer de voir comment s'articule en fait la création de ces conflits et comment s'articule en fait cette société qui est considérée comme étant coloniale en son propre sein, c'est-à-dire une forme de colonisation interne. En réalité, on a une succession de tromperies et d'annexions entre guillemets d'une partie, non pas du Cameroun en tant que Camerounais, mais d'une partie, j'ai envie de dire, de la domination française au Cameroun sur la partie dite anglophone, mais je dirais de langue officielle anglaise. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce sont des Africains qui ont des langues qui n'ont rien à voir avec l'anglais et dont les langues sont beaucoup plus proches des autres langues voisines, comme les langues bamileke ou les langues sawa, pour le bakweri par exemple. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons à la fin, on va dire, après le protectorat allemand, donc 1884 jusqu'à 1916-1919, par là, première guerre dite mondiale, il y a comment dire, on va arracher à l'Allemagne ce qui était ses possessions, donc il faut quand même qu'on comprenne que c'est de nous qu'il s'agit quand on parle de possession. Et les vainqueurs, la France et l'Angleterre, vont se partager ce qui était appelé le protectorat allemand. Une partie va être donc sous domination anglaise et une autre partie sous domination française avec des dénominations différentes, sous mandat puis sous tutelle. Alors, ces deux, alors nous allons partager cette aventure ou mésaventures avec un pays ami et frère qui est le Togo, puisque c'était également une possession allemande. Ce qui se passe donc à ce moment, et qui est à mon avis important à comprendre, c'est que nos compatriotes donc du nord-ouest et du sud-ouest vont choisir, dans un espace qu'on appelait Southern Cameroun, vont choisir de se rattacher au Cameroun et non pas au Nigeria, parce que les deux puissances coloniales, donc la France et l'Angleterre, ont mis nos compatriotes dans le choix simple et suivant. Soit vous décidez de vous rattacher au Nigeria sous domination anglaise, soit vous décidez de vous rattacher au Cameroun sous domination française. Donc évidemment, le premier malentendu, il est là, puisqu'on ne leur demande pas s'ils décident de faire leur propre route, c'est-à-dire la route de l'indépendance. Et on va voir que tout au long des débats qui suivront, cette frustration quand même va demeurer, parce que les États ou les sécessions dont on parle aujourd'hui puisent leurs racines déjà à cette période-là, on est dans les années 59. Quand l'ONU décide qu'il faudrait passer au référendum, c'est en 59. Donc cette option est exclue. Cependant, nos compatriotes de la partie d'expression anglaise, en tant que langue officielle bien sûr, étaient déjà dans un État, donc Eastern Nigeria, qui lui-même était déjà une région. Donc c'est un État qui depuis 1954 à peu près était dans un processus d'autonomisation au Nigeria. Donc ils reviennent au Cameroun en tant qu'entité. Et donc ils espèrent être traités comme une entité, j'ai envie de dire, de son espèce, sui generis, et non pas simplement comme une minorité. Et nous avons la tendance, d'ailleurs les éléments de langage qu'on retrouve chez les politiques, chez les journalistes, c'est de dire que c'est une minorité. Et donc, en tant que minorité, si on faisait un vote, par exemple, entre guillemets, tout le monde votant pour sa communauté, ce qui est absolument absurde, ils seraient minoritaires. Ils ne sont pas minoritaires. C'est la seule région du Cameroun qui a choisi d'adhérer à un projet camerounais. Et donc, c'est quelque chose d'absolument respectable. Mais l'ensemble des dispositions qui vont être prises, notamment la réunification, notamment le passage au Cameroun République unie, Cameroun République, ça va être au fond un ensemble d'oblitération du choix qu'ils ont fait et de l'entité qu'ils représentent. Donc, ce que l'histoire nous apprend fondamentalement, c'est que les élites dominantes, qui sont des élites, j'ai envie de dire, franco-camerounaises, parce qu'on est quand même encore sous domination camerounaise. Je vous rappelle que le franc CFA va être imposé en 1962 à cette région d'Afrique, du Cameroun, dit Southern Cameroun. Eh bien, ce sont des élites qui appartiennent à la domination coloniale française,
qui vont progressivement prendre le pouvoir à partir d'un certain nombre de dispositions constitutionnelles, plus ou moins discutables. Ils vont prendre le pouvoir sur la partie anglaise. Et je pense que c'est le fait de n'avoir pas accepté, de n'avoir pas pris en compte ce qui était le choix d'abord de nos compatriotes, d'appartenir à un ensemble avec nous, et d'autre part d'être traités en tant qu'entité qui avait aussi une histoire. Oui. C'est-à-dire que leur histoire, c'était aussi une histoire où ils ont choisi d'être avec nous, mais aussi une histoire d'entité en tant qu'entité. Eh bien, le fait d'avoir voulu de les considérer comme minorité, et finalement comme d'une certaine façon marge ou marginalité, qui, à mon avis, produit les résultats que nous avons aujourd'hui. Et donc, ce qu'on appelle une crise, qui pour moi, en fait, n'est pas une crise, c'est un résultat absolument logique du mode de domination qui, historiquement, s'est implanté et s'est imposé au Cameroun et aux Camerounais. Eh bien, ça éclate de façon absolument logique. Mais il faut dire aussi de ce point de vue, et je m'arrête là, que de ce point de vue, d'un certain nombre de points de vue, notamment du point de vue de la domination des élites, et notamment des élites, j'ai envie de dire, franco-centrées, si on peut dire comme ça, parce que bon, je ne sais pas en quoi est-ce que un Bassa, un Néondo, un Boulou est plus francophone que boulouphone ou bassaphone, je ne sais pas en quoi. Donc, mais bon, admettons, ces élites, en fait, qui ont produit ce mode de domination, ont également produit de nombreux, entre guillemets, anglophones au Cameroun. C'est-à-dire que, d'une façon ou d'une autre, on est tous à des degrés divers dans une situation politique et sociologique d'anglophonie. Moi, je viens d'une partie du sud Cameroun, à la limite est du sud, et donc des Boulous. Bon, ma région, c'est la région de Bimbis. Je vous conseille de la visiter, elle est très belle. Très bien, j'y penserai, j'y passerai. Je peux vous dire que quand vous avez 2 pluies sérieuses dans cette région-là, on n'a plus de continuité territoriale entre Bimbis et le reste du Cameroun. D'accord ? Donc on est aussi quelque part dans une forme d'anglophonie territoriale, c'est-à-dire qu'on est marginalisé de ce point de vue. Et c'est vrai qu'on a une problématique très commune qui doit nous amener à une réflexion commune, pas simplement une réflexion en termes de ce sont des marges ou des anglophones et on va réfléchir à leurs problèmes. En fait, on réfléchit à nos problèmes à tous. Alors justement, ça me paraît très bien. Après cet éclairage au niveau de l'histoire, la question que j'ai envie de vous poser, c'est celle-ci. C'est qu'en termes démographiques, en termes de démographie, quand on compte le nombre de locuteurs, je suis sûre qu'on vous a déjà dit, au Cameroun, il y a 80% de la population qui parle en français, il y a 20% qui parlent en anglais. Effectivement, si vous trouvez que l'équilibre, le français et l'anglais ne sont pas suffisants, quelles sont les propositions qu'on peut faire justement ? Augusta. Enfin, est-ce qu'on reste enfermé dans ce prisme-là ou pas ? Mais ça peut aussi, alors, je ne dis pas que ça explique, attention. Moi je suis tout à fait pour que, effectivement, cette région puisse pleinement pratiquer l'anglais, tant que c'est malheureusement l'anglais qui reste la langue dominante. Bien sûr, il faut que les documents officiels, administratifs, etc., soient en anglais et que les gens puissent y accéder, parce qu'effectivement, c'est un problème. Finalement, dans les 2 langues, le français et l'anglais. Oui, mais enfin, en tout cas, les gens de cette région-là, si c'est leur langue de communication, si c'est l'anglais, effectivement, il faut qu'ils puissent comprendre un document administratif. Ça, c'est le minimum. Enfin, je veux dire que toute personne de bon sens ne peut raisonner comme ça. Et ça, c'est la moindre des choses. Il faut qu'on arrête effectivement de leur envoyer des enseignants entre guillemets francophones qui ne maîtrisent même pas l'anglais, alors que effectivement des enseignants anglophones sont là et peut-être au chômage ou je ne sais quoi encore. Ça, ce sont des aberrations. C'est vraiment le b.a.-ba. C'est vraiment le minimum qu'on puisse faire par rapport à cette région. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, est-ce que pour autant les revendications sociales, économiques, etc. sont réglées ? Je ne le pense pas. Mais ces revendications concernent tout le pays pour le coup. Absolument. Et c'est là où... Martial l'a abordé, mais c'est là où il faut en venir. Il parlait de sa région natale. Chacun d'entre nous peut citer des exemples de ce type-là, de cette nature. On prend le nord et l'extrême nord. Oui, tout à fait. Quand on voit l'état de cette région du pays, c'est le Moyen-Âge. Pourtant, Ahidjo a été là pendant un peu moins de 30 ans. C'est le Moyen-Âge. On prend la région des Pygmées. Pareil, on a l'impression qu'on est 3 siècles en arrière. L'Est du Cameroun, tout à fait. Je veux dire que chacun d'entre nous peut prendre des exemples de cette nature-là. Ce qui revient à dire que ce pays-là n'a pas été développé. Ce pays-là, on n'a pas répondu à ce à quoi devrait répondre
vraiment un État, sans vraiment tomber dans un État populaire, communiste, etc. Mais le moindre des États est là pour répondre, construire le pays, construire des infrastructures routières. On peut citer ce qui s'est passé à Ezeka. Ezeka, c'est au cœur du sud du Cameroun. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Ezeka, dans cette région-là, où non seulement il y a la catastrophe qui s'est produite, mais quand on a vu après la prise en charge au niveau de cette catastrophe, et là aussi, ça veut dire que l'État camerounais livre le pays à des prédateurs. Parce que comment appeler ce qui s'est passé? Où Bolloré se défausse en donnant un peu moins de 2000 € à quelques familles. Mais justement, pour revenir à ce que vous citiez tout à l'heure. Et en n'ayant absolument pas respecté le contrat de concession. Alors, si on part justement du principe qu'il y a des régions, effectivement, qui ne sont pas du tout accessibles, qui ne sont pas développées, mais on ne parle pas d'une crise nordiste, on parle précisément là, en ce moment, de la crise. Oui, tout à fait. On parle en ce moment de la crise anglophone, mais justement, vous avez évoqué l'un et l'autre, le discours d'Oumniobé. Je voudrais qu'on regarde justement un extrait de son discours à l'ONU. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous venons justement de regarder un extrait du discours d'Oumniobé à l'ONU. Qu'avez-vous pensé? Enfin, vous l'aviez déjà évoqué, alors qu'est-ce que ça vous fait de regarder justement cet extrait? Écoutez, c'est très émouvant et ça montre le caractère visionnaire de nos leaders indépendantistes et à quel point effectivement ils voyaient loin la construction de ce Cameroun et ils prenaient en considération l'intégralité, non seulement l'intégralité des intérêts des populations. Et là aussi c'est intéressant parce que le nom de l'UPC c'est Union des populations, c'est-à-dire qu'ils ont mis d'emblée dans le choix du sigle cette vision qu'ils avaient du Cameroun et cette volonté d'unir les populations indistinctement, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qu'ils soient hommes, femmes, qu'ils soient chrétiens, musulmans, animistes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort et qui perdure aujourd'hui encore dans cette volonté de construire ce Cameroun de demain, dont on n'a même pas le début d'un balbutiement, bien évidemment. Merci Augusta. Martial, vous avez regardé le discours. Qu'avez-vous pensé de ce discours? Alors comme plusieurs propos et propositions et discours d'Oumniobé, je l'ai trouvé en un sens prophétique et puis très précis. Il y a la notion de peuple camerounais. Donc il y a bien cette notion de travailler pour les Camerounais, pour une entité qui est une entité qui est un ensemble. Il y a également la notion de réunification. Ça veut dire qu'il a bien conscience qu'il s'agit de Camerounais, mais qui ont des particularités, qui proviennent de différents horizons et surtout qui ont une trajectoire historique vers l'indépendance qui n'est pas la même. Et donc quand on voit la notion de réunification nous indique bien qu'on a un peuple, évidemment, mais qu'on a des particularités, voire des particularismes que le politique se doit donc de prendre en considération. Je pense qu'en ce sens-là, encore sur cette question-là, si on avait poursuivi son propos et si on l'avait un peu plus écouté et peut-être mieux entendu, on aurait proposé des institutions et un modèle de gestion de notre État différent. Augusta, vous avez évoqué effectivement les populations du Cameroun sans faire effectivement de différence au niveau des francophones ni des anglophones. Est-ce que vous pensez qu'il y a une politique linguistique qui a évolué depuis, en tout cas, les indépendances au Cameroun? Non. Très sincèrement, non. En fait, on est resté complètement dans le vieux schéma colonial où c'est la langue du colonisateur qui reste la langue dominante, qui reste et alors, au-delà de la langue, y compris dans la Constitution, dans toutes nos institutions, elles sont strictement et rigoureusement calquées sur le modèle du colonisateur. À aucun moment, le génie camerounais n'intervient pour imaginer autre chose dans la construction des institutions, dans la promotion de nos propres langues,
pour effectivement, à terme, alors c'est un processus, évidemment, on sait très bien que du jour au lendemain, on ne va pas dire désormais on va tous parler Douala ou on va tous parler Bafang, bien évidemment, mais c'est un processus, ça se construit. Ces langues-là, faudrait-il qu'elles soient reconnues, qu'elles soient enseignées, qu'elles soient, et qu'on voit effectivement les liens qu'il y a entre une langue et une autre, etc. Enfin, bon, bref, qu'on favorise la recherche aussi au niveau de ces langues. Etc. Bon, bref, tout ce travail-là n'a pas commencé 60 ans après la prétendue indépendance. Donc, évidemment, tout reste à faire et à construire. Et je pense que rien ne et c'est pas étonnant qu'on soit encore dans ce schéma anglophone-francophone, bien évidemment. C'est exactement le même schéma que au moment avant les indépendances et après et tout de suite après l'indépendance, entre guillemets. Donc 60 ans après, rien n'a évolué. Et là, je pense qu'il est temps qu'une alternance intervienne, parce que ce que j'espère profondément, c'est qu'on n'en arrivera pas à la séparation, qu'on n'en arrivera pas. Alors ceux qui mettent de l'huile sur le feu. L'huile sur le feu, alors pas dans le sens. Alors entendons-nous bien, quand moi je dis de l'huile sur le feu, loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas revendiquer, de dire qu'il ne faut pas se battre. Et je pense que justement on peut louer vraiment le courage de nos compatriotes anglophones entre guillemets, qui est juste de résister, de maintenir cette résistance, d'élargir les formes de résistance, y compris et les formes et les catégories de la population qui reprennent à leur compte ces revendications. Au contraire, c'est un grand courage, et je pense qu'il faut qu'on revendique d'ailleurs la libération de toutes les personnes arrêtées à ce jour, et qu'en aucun cas on ne peut résoudre les conflits de quelque nature soit-il en arrêtant les gens, en les matraquant, en les humiliant, comme on a vu les photos sur les images dans les médias, etc., où on traîne des jeunes femmes dans la boue, on humilie des jeunes hommes, etc. Enfin, ça, c'est absolument insupportable, et ça ne fait que rajouter à l'humiliation, rajouter à la non-considération, etc. Donc je pense que vraiment, s'il y a une des choses qu'il faut louer, c'est d'abord le courage de nos compatriotes de cette région et leur détermination, et je pense que c'est bien. Par contre, je crois qu'il faut qu'on joigne nos efforts communs, tous ceux qui se battent dans ce Cameroun pour construire un Cameroun souverain, avec sa propre monnaie, mon clin d'œil à mon compatriote. C'est encore un autre débat. Oui, non, ça fait partie du débat. Avec ses ça et ses propres langues, un Cameroun qui prenne en considération les intérêts de son peuple, et dans une Afrique, parce que nous revendiquons la création des États-Unis d'Afrique. Hein, donc évidemment qu'on ne va pas être pour la partition du Cameroun, vous entendez bien. Hein, ça fait partie de l'Afrique et du Cameroun à construire. Martial, votre réponse sur la politique linguistique du Cameroun, est-ce que vous pensez qu'elle a suffisamment évolué ? Alors déjà, je pense que le cadre dans lequel nous fonctionnons, nous, alors je prends les contemporains actuels, donc moi en premier, nous sommes vraiment dans une matrice coloniale, intellectuellement parlant. Lorsque vous dites qu'il y a 80% de locuteurs de langue française et 20% de locuteurs de langue anglaise, il faut peut-être dire aussi qu'il y a presque 100% de Camerounais qui parlent des langues camerounaises. Oui, bien sûr, Attendez, tout à fait, attendez. On est d'accord. Vous avez des Camerounais qui parlent plusieurs langues locales, c'est-à-dire des Camerounais qui sont bilingues, trilingues, voire quadrilingues, qui ont vécu à plusieurs endroits et qui parlent plusieurs langues. Ce qui est une richesse et ce qui est un fait aussi, qui sont capables d'utiliser ces langues comme langue de communication. Je précise quand même mon propos. Bon. Est-ce qu'on oppose les langues françaises, anglaises aux langues nationales ? Non. Non, ce n'est pas une opposition, mais c'est important de le signaler parce que d'une part, de mon point de vue, et je partage tout à fait le point de vue d'Augusta, c'est notre avenir. Et si on en est aujourd'hui, hein, on était dans les années, on parle des années, un problème qui s'est déclenché dans les années 50, 60, on est en 2017, on revient à la question francophone-anglophone qui se posait, bon, à peu de choses près, avec une aggravation, certes, l'aggravation liée au temps et liée aux dérives de la gestion, mais ces questions se posaient déjà il y a 50 ans, ça veut dire effectivement qu'on tourne en rond. Totalement, qu'on tourne en rond et qu'on est toujours dans un rond-rond qui est une espèce de prédation coloniale, mais en même temps de prédation interne. Donc, la question des langues de ce point de vue, alors,
quand moi, il y a des moments où je regarde la télévision nationale et où j'ai été effectivement admirablement surpris de voir que les ministres et les personnes en général interrogées font des efforts de communication en langue anglaise. Bon, ça c'est un fait, je pense qu'on peut tous le reconnaître, et moi j'ai trouvé que c'est plutôt une bonne chose dans ce sens-là. Mais quant au fond du problème, il est évident que si on a des gens qui font de la communication en langue anglaise, mais que les Camerounais qui ne peuvent pas, qui sont dans ces zones-là, sont en difficulté dans les tâches et du quotidien, à savoir dans l'éducation, dans la santé, quand ils vont rester en justice, ils sont obligés d'adopter une langue qui n'est pas la leur, qui ne leur est pas familière. Il est évident que ça montre que sur l'un comme l'autre aspect, c'est-à-dire la langue dite externe, on n'a pas avancé pour la rendre au moins accessible à tous les Camerounais, que chaque Camerounais puisse jouir de tous ses droits avec la langue qui est la sienne. On n'a pas avancé. On a encore moins avancé dans le domaine des langues endogènes, des langues africaines. Pourtant, il y a quand même, il y a le Cerdotola au Cameroun, il y a des gens qui sont spécialistes des langues camerounaises, qui les connaissent, qui les étudient, mais en fait, on a l'impression que ce sont c'est des instruments qui sont là parce qu'on ne sait pas trop qu'en faire, parce qu'il a fallu à un moment donné montrer qu'on pouvait faire un petit peu peut-être d'authenticité, et peut-être parce que certains pensent qu'effectivement, on a un patrimoine à défendre, mais en réalité, ce sont des ressources. Vous savez, quand vous oblitérez des langues, ce sont des savoirs que vous oubliez, ce sont des savoirs que vous gérez, c'est des modes de sociabilité, c'est des modes de vie que vous jetez en pâture. Et on ne peut pas se permettre ça. On a besoin de nos langues et on a besoin que nos langues soient effectivement notre avenir. Mais entre cet horizon, qui j'espère ne sera pas trop long, et l'horizon actuel, il faudrait que les Camerounais puissent utiliser les langues qui sont les leurs le plus et le mieux possible, et dans les tâches du quotidien, que ces langues ne soient pas un frein, ne soient pas un moyen de domination administrative, ne soient pas un moyen de domination économique, parce qu'on ne peut pas parler la langue, on ne peut pas s'installer à tel endroit, on ne peut pas remplir des dossiers administratifs, donc il est difficile de pouvoir entreprendre, Mais alors justement, etc. comment vous faites, pardon de vous interrompre, comment vous faites pour instaurer, donc, on bannit le français, l'anglais? Très bien. Non, on n'a pas dit ça. Non, mais allons, par exemple, prenons des hypothèses. Oui. On bannit le français et l'anglais. Comment vous faites? On a 250 ethnies au Cameroun, on a 10 régions. Comment vous faites? Il y a 4 langues véhiculaires au Cameroun. Il y a le Fulfulde dans le nord, l'extrême nord, et puis ensuite vous partagez, il y a à peu près 4 langues, le Pidgin dans certaines régions. Comment vous faites pour revenir à une autre langue en dehors du français et de l'anglais? C'est très simple. D'abord, s'il y a des langues par région, il faut les enseigner. C'est ça. Si on vous apprend une langue, si vous allez actuellement au Danemark, vous allez apprendre la langue et puis Bien en sûr. quelques années, vous allez la parler parce que vous êtes en situation de devoir la parler pour vivre, pour aller à l'école, pour communiquer, etc. Ça, c'est une question d'éducation. Et même avant d'arriver à ce stade-là, mais je vais vous faire une proposition assez concrète, avant d'arriver à ce stade-là, on peut déjà, il y a des propositions qui sont faites pour que le français, dans sa zone d'existence, soit accessible au plus grand nombre, à tous ceux qui le parlent, et que ceux qui sont en situation, surtout d'administration, eh bien, qu'ils parlent la langue parlée par le peuple. Parce quelqu'un qui est dans l'administration, il est d'abord... Les grandes administrations qui sont, par exemple, à Yaoundé, comment vous faites? Yaoundé, on parle le français. Elles sont décentralisées. Je veux dire, il y a des choses que vous ne pouvez pas ne faire qu'à Yaoundé. On va y si arriver, justement. Si vous allez dans un hôpital à Limbé, on ne va pas demander, vous devez parler anglais. Vous êtes médecin, vous êtes responsable, vous devez parler anglais. Sinon, vous n'êtes pas en situation d'être dans le service public. Là, vous êtes vraiment dans le service strictement privé, parce que vous rendez service à vous-même, vous gagnez de l'argent, mais vous ne rendez pas service aux gens qui sont les usagers du service public et qui sont vos administrés. Donc ça, je pense que c'est une question vraiment simple et de base. Ça peut se résoudre de façon très simple. Nous sommes dans une espèce de conception, une sociologie et des rapports de force qui sont tels que si vous promulguez une loi en français, il y a très peu de chances que dans les 2-3 jours, dans les 2-3 ans, même dans les 10 ans, qu'elle soit traduite en anglais. Pour des raisons, j'ai entendu quelqu'un parler des raisons de technostructure, pour aller vite. Alors c'est très simple. Toutes les lois qu'on les promulgue en anglais. Puisque la technostructure dite francophone est plus puissante, si les lois sont promulguées en anglais, on est certain qu'elles seront traduites tout de suite en français. Mais ma vraie proposition, c'est que les lois, par exemple, doivent d'abord, de mon point de vue,
être écrite dans une langue camerounaise. On peut le faire à tour de rôle. On dit, voilà, une loi a eu pour, débattaire ou pour rapporteur telle personne, sa langue, c'est ça. Eh bien, on fait d'abord la langue dans la langue de celui qui l'a exposé. Ensuite, on l'écrit dans la langue de celui qui l'a exposé. Et pour aller plus loin, parce que le Cameroun fait partie des pays qui ont une écriture autochtone, les Chomum de Fumban, on écrit la langue en Chomum. La loi en question, on peut l'écrire en Chomum. Bon, on l'écrit. Ensuite, donc là, on peut la traduire dans une langue panafricaine. Le Kiswahili est aujourd'hui une des langues Oui, tout à panafricaines, fait, qui est bien une sûr. langue de travail dans certaines organisations internationales. On traduit donc la langue dans une langue panafricaine connue et admise. Troisième étape, on la traduit en anglais pour cette loi, et ensuite on la traduit en français. Si vous voulez une proposition, en voilà une. Très bien, elle est concrète. La valorisation du patrimoine passe aussi justement par les langues, par nos langues justement, nos langues nationales. Est-ce que vous pensez, vous aussi, comme Martial, avoir d'autres idées concrètes pour justement implanter ces langues ? Moi, je pense qu'il faut... vous disiez vous-même dans l'introduction de la question que, certes, il y a une multitude d'ethnies, mais en gros, il y a quelques familles de langues. Tout à fait. Et qu'on peut retrouver par grandes régions, etc. Absolument. Donc ces familles de langues-là pourraient être, dans la région en question, devenir la langue de communication. À un moment donné, faut-il encore s'en donner les moyens ? Ça veut dire qu'on enseigne, qu'on promulgue, comme le suggérait Martial, des lois dans ces langues-là, qu'on édite des romans, enfin que sur le plan culturel, effectivement, on produit des choses qui, dans ces langues-là, sur le plan musical, sur le plan du roman, bref, qu'il y a une expression au sens large du terme dans ces langues-là. Mais rien n'est fait dans ce sens-là. Aujourd'hui, à la limite, quand vous parlez votre langue, on va dire, mais regarde-moi ce villageois, etc. C'est-à-dire que celui qui ne maîtrise pas bien le français ou l'anglais est considéré comme un ringard, comme un villageois, le villageois étant une insulte, bien entendu. Donc on est dans un schéma, mais complètement aberrant. Et on voit à quel point nous sommes aliénés. Et il faut qu'on réussisse à se désaliéner. Et donc, je crois que c'est très, très important que nous soyons fiers de ce qu'on est et que sur le plan culturel, sur le plan éducatif, etc., tout ça soit entretenu, diffusé, etc., etc. Et faire en sorte... Il est quand même aberrant. Moi, j'ai des amis qui vivent au Cameroun, qui sont de la même région. L'homme et la femme sont de la même région, et leurs enfants ne parlent que français. Leurs enfants ne parlent même pas 2 ou 3 mots. Ils sont de la même région, donc il n'y a même pas le « oui, mais toi tu es Bassa, moi je suis Bamileke ». Non, il n'y a pas ça. Les enfants ne parlent que français. Enfin, c'est quand même il y a une perte, gravissime. En fait, il y a une perte de la culture, d'identité il y a une perte totale d'identité. Ce gamin qui grandit au Cameroun, ça veut dire qu'il ne se construit en ne parlant que français. C'est-à-dire qu'à la limite, je veux dire qu'il va avoir même honte de dire quelques mots avec sa grand-mère dans la langue de ses parents. Enfin, on est dans un schéma très particulier. Hein. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pays africains qui soient dans le degré d'aliénation dans lequel nous sommes. Et on le voit d'ailleurs, parce que quand vous allez dans certains milieux, ou dans certaines réceptions, réception, c'est un mot bien pompeux, mais une soirée, etc., culturelle, vous allez voir les femmes de tel ou tel pays dans des tenues traditionnelles, avec des tissus pagnes, qui sont fiers de ce qu'elles sont, dans les coiffures, dans tout. Et chez nous, alors là, c'est à celle qui aura le plus gros chignon à la Chantal et la tenue la plus proche de ce qui se fait ici. Et même si nos formes, des fois, ne s'y prêtent pas toujours très bien, je trouve ça gravissime et ça montre quand même le degré d'aliénation. Il n'y a pas d'autres mots qui me viennent à la bouche. Et à quel point, effectivement, ce pouvoir-là n'a pas contribué à nous rendre fiers de ce qu'on est. Et ça contredit vraiment... notre histoire telle qu'elle aurait pu être si ceux qui se sont battus pour construire ce Cameroun, cette nation camerounaise, la nation c'est une construction, et pour effectivement ces visionnaires qui se sont battus pour cette indépendance. Le problème c'est qu'on a mis au pouvoir ceux qui étaient contre l'indépendance.
ça veut dire qui était contre le peuple camerounais, qui était contre l'identité du peuple camerounais. Et ça produit aujourd'hui, 60 ans après, des générations complètement aliénées. Et tout le boulot reste à faire. Et pourtant, le 23 janvier dernier, le président Paul Biya a mis en place une commission nationale pour la promotion du bilinguisme. Martial, oui. Que pensez-vous justement de cette commission? C'est un élément de réponse pour essayer en tout cas de résoudre la crise anglophone. Oui, c'est une commission d'ailleurs qui se veut commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Tout à fait. Donc effectivement, c'est une... Alors, il faut quand même dire que le contexte dans lequel on est, c'est quand même un contexte dans lequel on a des revendications qui sont assez concrètes et sur lesquelles les négociations qui ont été engagées n'ont pas abouti. Déjà, il faut bien le dire. Et ces revendications, personne ne les conteste quant au fond, à savoir, voilà, vous êtes enseignant, on ne peut pas ne pas parler la langue des élèves, et la langue qui est parlée par tout le monde de la région. Il se trouve que c'est l'anglais. Vous êtes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on ne peut pas vous demander de faire vos fiches d'impôt en français, par exemple, des documents administratifs. Vous êtes juriste, vous devez avoir la loi dans la langue de votre exercice. Bon, pour cet ensemble d'abord de revendications, je pense que tout le monde comprend qu'il y a un problème. Tout le monde comprend aussi que d'une façon historique, il est normal d'une certaine façon que le peuple, en tout cas des régions dites anglophones, considère qu'il y a eu une forme d'annexion, une forme de colonisation, même si les termes ne sont pas tout à fait appropriés, mais en tout cas une domination extrêmement importante de la partie dite francophone, non pas des individus, mais en tant que groupe de domination et surtout groupe politique. Donc il n'y a pas de problème individuel entre quelqu'un qui se dirait anglophone et quelqu'un qui se dirait francophone. Non, nous sommes tous camerounais, mais il y a un mode de gestion qui renvoie à une domination qui s'accumule avec le temps. La question qui était donc posée, c'était de savoir, est-ce que la solution, et ça c'est une des propositions fortes qui revient des différents protagonistes, que ce soit le consortium ou le SNC, etc., eh bien, c'est de dire que la solution est constitutionnelle, à savoir revenir donc à 1961 et revenir donc à une situation, on va dire, à deux États, n'est-ce pas? Et un État qui aurait donc, chaque État qui aurait son autonomie. À cette proposition, et depuis très longtemps, le gouvernement, les différents régimes qui se sont succédés, en fait, opposent une fin de non-recevoir ou ne répondent pas. Ce qui, à mon avis, peut être un petit peu pire, parce que c'est comme si on oublie leurs questions, c'est comme si on oublie les revendications qui sont quand même chevillées à l'engagement de plusieurs générations. Donc il faut de toute façon y répondre. Alors la réponse qui consiste à proposer une commission nationale de promotion du bilinguisme ne me semble pas appropriée à la situation en tant que telle. Encore qu'elle serait apparue en dehors de cette situation conflictuelle, on aurait pu se dire, OK, les autorités camerounaises prennent acte du fait que le bilinguisme n'avance pas suffisamment bien, qu'il y a un certain nombre de problèmes. On pourrait se dire, bon, c'est une prise de conscience. Mais si ça vient en réponse de ce qui a été des conflits actuels et d'un cahier de charges et des propositions de négociation qui ont été faites par la partie dite anglophone, eh bien, je pense que ça ne répond pas vraiment à la question. Au contraire, ça laisse entendre que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, à savoir nous sommes tous citoyens, nous avons deux langues officielles que nous parlons et qui sont, on va dire, à égalité, que nos citoyens ont tous le même rapport à la loi, le même rapport au service public, ça tend à dire que c'est le contraire. Donc, est-ce que c'est une commission de cette nature-là qui répond à un processus ancien et extrêmement incrusté finalement de domination et de vie impossible, ou en tout cas très difficile de nos compatriotes? Je ne pense pas que la réponse corresponde au problème. Au problème. Augusta, la déconcentration des pouvoirs, est-ce que si on accélère la décentralisation, est-ce que ça peut être un élément de réponse à cette crise? Oui, si on décentralise véritablement, c'est-à-dire que décentraliser, c'est pas
l'État central qu'on déplace dans les régions, hein, et qui continue à finalement faire la pluie et le beau temps sans prendre en considération les revendications ou les problématiques posées par les populations de telle ou telle région. Je veux dire que si c'est une véritable décentralisation, déconcentration, oui, mais ça suppose que la nature même de l'État ait changé. Si la nature de l'État n'a pas changé, ça n'aura aucune incidence et aucune prise réelle sur les problématiques et sur les difficultés de la région. Est-ce que vous entendez aussi la thèse, d'accord, vous entendez la thèse, vous aussi, du fédéralisme, peut-être de créer justement des États qui soient comme le modèle allemand ? Sincèrement, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est la nature de l'État qui est en question. Savoir si cet État, d'abord, a été réellement choisi, élu, librement, démocratiquement, si la nature de cet État permet de répondre aux préoccupations des populations et à la construction de ce Cameroun. Sincèrement, parce que demain, on peut se retrouver dans des fédérations où le pouvoir reste concentré entre les mains de quelques bourgeois anglophones ou francophones. Ça ne changera, bien sûr, ça ne changera rien. Tout le monde parlera anglais, les documents même seront traduits. Mais attention, quand je dis ça, ce n'est pas pour minimiser les revendications actuelles. Moi, j'ai commencé par dire, et je crois que vraiment, on est entièrement d'accord là-dessus, le b.a.-ba qu'on puisse faire, mettre en œuvre, c'est effectivement permettre aux gens de communiquer dans les administrations, dans les hôpitaux, dans le cadre de l'enseignement primaire et universitaire, bien entendu. Mais ceci dit, même si cette question est résolue, ce n'est pas pour autant que les populations de cette région-là vivront forcément mieux, parce que est-ce qu'il y aura redistribution des richesses? Est-ce qu'il y aura création d'emplois? Est-ce qu'il y aura création d'entreprises, d'industries répondant? Il faudrait un autre projet de société. Mais absolument, absolument. Donc, on peut revenir à la forme fédérale. On peut. Et après, est-ce que quand on était République fédérale du Cameroun, les populations étaient plus heureuses, on répondait mieux à leurs besoins, à leurs préoccupations? Est-ce que pour autant on a créé plus de services publics, d'écoles, d'hôpitaux, d'entreprises, etc. Enfin, je veux dire, bon. Il faudrait que ça change réellement. Ça, comme vous dites, c'est un autre projet de société. Très bien. Merci pour vos éclairages. Je propose d'avancer justement dans le débat en parlant cette fois-ci d'un cas, celui du Sénégal. Nous allons recevoir M. Oumar Ba, qui est politologue et qui va venir nous éclairer et puis faire un parallèle avec le Cameroun. Retour sur ce plateau avec M. Oumar Ba. Je rappelle que vous êtes politologue. Bienvenue. Merci bien, Karine. Vous avez écouté ce que M. Martial Zebelinga et Mme Augusta Ipagna ont dit sur la crise anglophone avec la langue comme instrument de paix ou de guerre. Qu'avez-vous pensé de la situation du Cameroun? Tout d'abord, je vous remercie de l'invitation. Je salue l'ensemble de vos téléspectatrices et auditrices et auditeurs, autant pour moi, ainsi que le peuple camerounais qui traverse quelques soubresauts aujourd'hui avec cette crise anglophone dans sa partie nord-ouest et sud-ouest dans une certaine mesure, avec des velléités irrédentistes quelque part, mais au départ corporatistes, bien évidemment. Le Cameroun a été, d'un point de vue aujourd'hui, la résultante de son passé historique assez récent. Parce que si nous partons du 11 février 1961, la réunification s'est faite entre les deux parties, anglophones et francophones, et comme étant le résultat de la conférence de Fumban. Mais globalement, de mon point de vue, une erreur stratégique a été opérée par l'élite politique francophone dans une certaine mesure, notamment le chef de l'État, Biya, qui, au lieu de passer par référendum pour réunifier le Cameroun, pour avoir une république unique du Cameroun, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par décret pour supprimer l'appellation République unie. Parce que vous savez, la notion unie renvoie à l'union, c'est-à-dire à l'unité. Donc la perception anglophone et celle francophone peuvent diverger par rapport à cela. Donc je crois qu'il a cru bien faire en supprimant la notion unie pour mettre tout simplement République du Cameroun. Mais moi, à mon niveau, je pense que c'est une erreur stratégique qui a été opérée et qu'il faudrait peut-être rectifier si besoin est.
si besoin. On a montré dans cette première partie, on a montré un micro-trottoir. Nous sommes allés interviewer des Africains de Paris pour savoir s'ils sont au courant de cette crise anglophone. Et 2 sur 3 nous ont dit qu'ils n'étaient pas au courant. Est-ce que vous, ça vous choque? Cela ne me choque pas parce que cela nous renvoie au rapport entre la diaspora ou les diasporas et souvent leur pays d'origine. Je pense qu'à ce niveau-là, que globalement, tout dépend de là où vous les avez interrogés, de sur quoi ils sont le plus habitués à voir dans leur pays à travers les réseaux sociaux. Il y en a qui appellent leur pays ou leur village ou leurs parents juste pour s'enquérir des nouvelles. Il y en a qui ne sont pas trop politiques, qui ne suivent pas trop l'actualité. Mais je crois qu'une question comme celle-ci mériterait d'être traitée avec beaucoup plus d'attention. Avec beaucoup plus d'attention. Revenons maintenant sur les langues. Au Cameroun, vous le savez certainement, on a 2 langues officielles, l'anglais, le français. On nous dit, en tout cas dans les textes, que 80% de la population parle la langue française, 20% uniquement parlent l'anglais. Cependant, nous sommes considérés comme le Canada, comme un pays atypique, comme étant un pays bilingue de par cette particularité avec ces 2 langues. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que parler d'une crise anglophone est un non-sens? Non, puisque nous sommes plongés à la réalité sociolinguistique et sociopolitique du Cameroun. Mais au-delà même du Cameroun, la langue peut être perçue chez certains analystes politiques et même sociologues comme étant l'élément du proto-nationalisme, c'est-à-dire tout simplement un des facteurs qui détermine la spécificité, la spécification entre nous dans un premier temps, mais aussi qui distingue nous des autres, c'est-à-dire un groupe déterminé. Or, si vous regardez très bien, on peut avoir les mêmes ethnies, mais qui partagent une langue référentielle majeure, comme le français ou l'anglais, qui soit divergent. À partir de ce moment-là, la langue peut être un instrument de paix si le génie de l'élite politique permet d'avoir des politiques harmonieuses, d'harmonie et de concorde nationale. Par contre, lorsqu'il y a des disparités fondamentales ou lorsque une des parties semble être plus ou moins dominée, comme l'avait souligné l'un de vos invités, ou voire même les 2, à ce niveau-là, des frustrations peuvent s'éveiller et si elles ne sont pas traitées en amont et désamorcées, cela peut conduire parfois à des logiques séparatistes, régionalistes ou bien de rejet du pouvoir central. Du pouvoir central. Très bien. Revenons sur le cas du Sénégal. Le Wolof, par exemple, est considéré comme une langue nationale. Au Cameroun, on parle plutôt de langue véhiculaire, c'est-à-dire que le français et l'anglais étant considérés uniquement comme des langues officielles, nous n'avons pas une langue comme par exemple au Sénégal. Est-ce que vous pensez qu'il est possible notamment de parler désormais aussi au Cameroun, comme l'ont évoqué les invités précédents, d'autres langues nationales au même titre que le français et l'anglais? Oui, le français est la langue officielle du Sénégal. Il n'y a pas que le Wolof comme langue nationale. On a, je crois, 12 langues nationales au Sénégal. Il y a le Wolof qui est la plus parlée, il y a le Pulaar, il y a le Sossé qui est le Mandin, il y a d'autres langues, le Sérère et j'en passe, donc pour faire court. Et donc globalement, ce qu'il faudrait faire, de mon point de vue au Cameroun, c'est d'accorder beaucoup plus d'attention à la langue anglophone, anglaise, et de permettre à l'élite anglo-saxonne d'être aussi bien représentée dans le pouvoir politique. Mais d'autre part, il faudrait peut-être faire comme ce que j'ai vu lors de mes recherches de doctorat dans les pays d'Europe centrale et orientale, notamment au Monténégro, où même dans les rues, vous avez les 2 langues les plus pertinentes. Donc il faudrait mettre dans les rues, dans les documents officiels, partout, même à l'école, des cours aussi bien en anglais qu'en français, de telle sorte que la jeune élite, les jeunes pousses qui vont devenir demain les futurs dirigeants du pays, puissent ne pas connaître ces barrières linguistiques et être aussi bien bilingue comme on le trouve aujourd'hui au Canada. Si vous allez au Québec ou si vous allez ailleurs, généralement, les gens peuvent parler dans les deux langues, le français ou l'anglais, et travailler dans les 2 langues. Ce serait un facteur de cohésion nationale. Très bien. Les 2 invités ont souligné tout à l'heure que la politique, en tout cas de linguistique, n'avait pas assez évolué au Cameroun. Comment est-ce que la politique, par exemple, au Sénégal a évolué pour réussir justement à imposer le Wolof? Le Wolof est imposé de facto parce que le Wolof c'est une langue riche. Le Wolof c'est une langue aussi qui est, du point de vue historique, reliée avec la capitale. Et donc vous savez très bien, du point de vue de la macrocéphalie urbanistique, l'essentiel des grands services de l'État, des grandes entreprises sont
basé à Dakar, l'aéroport et tout. Donc pour voyager, vous passez par Dakar. Pour traiter un papier urgent, vous passez à Dakar. Le siège même de l'État est à Dakar. C'est le gouvernement, le Parlement, etc. À partir de ce moment-là, indubitablement, Dakar, qui représente que 0,3% de la superficie nationale, polarise à elle seule comme capitale nationale 25% de la population du Sénégal. Ce qui voudrait dire que vous êtes obligé de parler le Wolof dans une certaine mesure. Mais la réalité du Sénégal, elle est un peu différente de celle du Cameroun. Parce qu'au Cameroun, nous avons deux entités. L'une qui a été sous colonisation française, qui est celle d'une plus ou moins, et l'autre anciennement sous colonisation britannique. À partir de ce moment-là, le legs historique des uns et des autres est là, bien que la partie francophone est plus représentative, à peu près 80% contre 20%. Et donc, si l'État actuel veut garder une sorte d'unité nationale pertinente et éviter d'avoir une sorte de rejet de la greffe de l'État, il faudrait qu'il fasse ce que l'on appelle une sorte de politique, n'est-ce pas, de discrimination positive, qui permette ainsi de tirer vers le haut, n'est-ce pas, la partie anglophone. Ce qui voudrait dire que, je ne dis pas qu'il faut délaisser la partie francophone, loin de là, puisque les inégalités sont criardes partout dans nos pays. Il faudrait que les richesses qui sont tirées, les dividendes tirés du pétrole, puissent servir sur une base de redistribution équitable, sur un paradigme de la justice sociale de George Rawls. Très bien. Tout à l'heure, dans la première partie, j'ai soulevé la question du traitement de cette crise par les médias occidentaux. Est-ce que vous pensez qu'il y a une instrumentalisation de cette crise par d'autres médias en dehors des médias qui peuvent être des médias africains ou des médias camerounais? Je ne sais pas, je ne saurais trop vous répondre sur cette question. Par contre, ce que je sais, c'est que lorsque j'ai fait mes recherches, très rapidement, j'ai pu tomber sur un site assez bien fourni, qui est celui de RFI, qui suit au quotidien presque l'actualité. Donc, il faut relativiser de mon point de vue sous ce registre-là. Mais il ne faut pas attendre que les problèmes africains, que les événements en Afrique soient traités de manière prééminente par les médias mainstream occidentaux et autres, parce que ce n'est pas de leur intérêt de traiter de cela, puisqu'ils ont d'autres intérêts beaucoup plus immédiats. En France, par exemple, nous avons la couverture de la campagne avec l'affaire Pénélope, etc. Et nous savons que dans nos pays, souvent, on ne parle que lorsqu'il y a des guerres ou la famine. Donc, c'est pourquoi je tiens là à vous remercier pour ce que vous faites pour votre pays, mais aussi pour l'Afrique. Merci, Monsieur Ba. Et enfin, pour conclure votre intervention, j'aimerais qu'on revienne justement sur la notion d'État fédéral. Il y a de plus en plus, en tout cas, de demandes sur un fédéralisme au Cameroun. Et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Si vous voulez avoir ma réponse, je vous dirais que, à mon avis, un fédéralisme encore au Cameroun, ce qui voudrait dire encore disséquer l'État en deux, avoir deux entités, parce qu'il faut savoir ce que l'on dit. Quand on parlait de fédération, d'État, c'est que vous avez deux étages. Vous avez le bas étage où vous avez les entités fédérées, qui sont égaux en droit, en obligation du point de vue juridique, strictement du droit constitutionnel. Et puis vous avez le deuxième étage, qui est celui de l'État fédéral lui-même, qui est l'entité suprême, qui a l'hégémonie de l'armée, sur l'armée, qui a la prééminence sur les relations internationales et sur, par exemple, les caisses publiques. Mais les autres entités peuvent également avoir leur propre chambre. Or, à mon humble avis, je peux me tromper, je crois que ce serait revenir dans un cas presque comme celui de la Serbie-Monténégro, et in fine, une sorte de séparation qui pourrait advenir. Je pense que là n'est pas la bonne solution. La bonne solution est à rectifier, de mon point de vue, la question même de l'état de droit au Cameroun, la démocratisation du pays et la redistribution équitable des ressources, en mettant en exergue le fait que, par exemple, une décision d'unification qui a été produite sur la base, par exemple, d'une consultation populaire, ne puisse pas être arrogée par le pouvoir d'un seul homme qui fût le chef de l'État, par décret pour supprimer quoi que ce soit. Je crois qu'à partir de ce moment-là, si les gens reviennent à la base et à la raison, et que les gens se parlent entre Camerounais de tous bords, moi je considère le Cameroun comme un indivisible, là on peut aller vers une décentralisation poussée. De mon point de vue, ça ce serait la meilleure solution pour garder l'unité nationale, les équilibres régionaux, mais également la fiabilité de l'État et sa pérennité. Mais si on rentre dans une logique de fédération,
je doute fort qu'avec les pressions actuelles et la mondialisation, la globalisation, ça finisse comme le Sud-Soudan également. La question et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Et ce n'est pas souhaitable, d'autant plus que nous sommes dans une logique aujourd'hui de penser États-Unis d'Afrique beaucoup plus que de penser Casamance, Sénégal, etc. Etc. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ba, pour votre intervention. Merci beaucoup pour votre analyse. Je propose donc d'introduire cette troisième partie, mais avant, je vous propose de faire une petite pause. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Merci. Venez sublimer votre beauté dans votre espace Arisaderm grâce à notre gamme de produits et maquillage de la gamme Arisaderm Cosmetics. Audio Jungle. Marre de payer trop cher et de ne pas savoir où en sont vos colis? La solution, c'est KMR Fret, spécialiste de l'envoi de colis et de véhicules dédouanement compris vers le Cameroun. KMR Fret, c'est une équipe de professionnels à votre écoute et à votre service. KMR Fret, c'est des ramassages gratuits dans toute la France et les prix les plus bas du marché. Chez KMR Fret, envoyez vos colis à partir de 29 €. Oui, oui, vous avez bien entendu. Enlèvement gratuit dès 29 € d'envoi. Retour sur ce plateau pour cette troisième et dernière partie. Le thème, la crise anglophone, la langue, instrument de paix ou de guerre. Nous venons d'entendre Monsieur Oumar Ba, politologue. Monsieur, Madame, qu'avez-vous pensé de l'intervention de Monsieur Oumar Ba, justement? Oui, non, enfin, effectivement, quand il indique que pour passer à la dernière phase, qui est celle que Paul Biya a voulu le 4 février 1984, il n'y a pas eu de référendum, on n'a pas demandé l'assentiment de l'ensemble des populations du territoire camerounais, que ce soit dans la partie francophone comme dans la partie anglophone, entre guillemets. C'est une réalité. Donc ça aurait vraisemblablement dû être fait, en sachant quand même que lors du précédent référendum, celui-ci n'avait été organisé que dans la zone francophone. Donc c'était quand même très biaisé aussi. Effectivement, on ne peut qu'être d'accord avec ce point de vue qui consiste à dire que on n'a pas entendu les populations, on ne les a pas sollicitées pour qu'elles s'expriment sur leur désir ou de continuer à vivre ensemble et sur la forme que devait prendre la République. Martial? Oui, alors d'une façon générale, ce qu'on peut constater, c'est que l'ensemble des dispositifs qui ont été organisés pour légiférer, pour trouver des normes de vivre ensemble, des règles de vivre ensemble, à commencer par les dispositions constitutionnelles, on constate qu'il y a à chaque fois des biais. Il y a toujours une façon de sous-estimer ou de minorer l'expression des Camerounais de langue anglaise, soit en ne respectant pas une disposition, en faisant un référendum alors qu'on aurait dû ou on aurait pu faire un vote à l'Assemblée, et puis en jouant du nombre, puisqu'ils sont présumés moins nombreux. Donc quand on fait une consultation populaire majoritaire, eh bien, évidemment, on se retrouve avec 99,99% des voix en 72. On aurait peut-être même pu se retrouver avec 100, voire 150% des voix. Vous voyez ? Donc c'est quand même, à l'arrivée, on a l'impression que le droit est utilisé comme un formalisme qui permet simplement d'instituer une domination, et une domination d'un groupe qui, encore une fois, n'est absolument pas un peuple, qui n'est absolument pas un groupe constitué d'un ensemble de citoyens dits francophones et d'un ensemble de citoyens dits anglophones, mais qui est une domination à la fois politique d'un groupe et d'une élite dominante qui impose un point de vue qui est lié souvent aux intérêts français, mais qui est lié également aux positions que prennent les élites camerounaises dans l'espace camerounais. Il faut quand même préciser que ça se fait quand même aussi avec des élites anglophones. Et on voit que... ce que Augusta disait tout à l'heure, justement.
Oui, on voit que les manifestants, on souvent dit, voilà, ce sont des élites qui sont vendues, qui se battent pour leurs propres positions, etc. Ce qui, dans beaucoup de cas, en tout cas, donne l'impression d'être une réalité. C'est-à-dire que c'est des élites qui vont être plutôt du RDPC et qui elles-mêmes ne vont pas respecter les accords de Fumba, les accords de 61, et l'esprit surtout, l'esprit qui consistait à dire il y a une population qui a une adhésion et qui a fait une insertion à l'ensemble camerounais avec une modalité particulière, en optant par le vote pour le Cameroun, mais également en ayant des spécificités qu'il s'agit pas d'exacerber, mais il s'agit de donner à ces spécificités une expression tout à fait légitime et normale dans un ensemble collectif. Et ça n'a pas été le cas, et ça n'a été le cas ni à l'instigation des élites camerounaises, ni à l'instigation fondamentalement des élites anglophones. Est-ce que vous pensez, Augusta, que cette crise est instrumentalisée ? Complètement. Cette crise aussi est aussi là pour nous diviser en tant que Camerounais ? Je pense que d'abord le pouvoir politique central, évidemment, divise pour mieux régner l'ensemble des populations, en attisant d'ailleurs alors ces formes de régionalisme ou ce tribalisme que l'on n'observe pas quand on vit dans les quartiers, quand on vit dans nos grandes villes, les gens se côtoient, fraternisent, se marient, enfin, il n'y a pas de problème on ne sent pas... Mais est-ce que le pouvoir a intérêt justement à créer ce type de crise, ce type de séparation ? Est-ce que le pouvoir a intérêt à instrumentaliser ce type de crise ? Bien, pendant que les gens s'en prennent les uns aux autres, on ne s'en prend pas aux vraies raisons, aux vraies causes du mal camerounais. Vraie cause du mal camerounais qui réside dans la malgouvernance, qui réside dans la façon dont ce pouvoir-là ne construit pas le Cameroun. Donc c'est ça. Pendant que entre guillemets, les anglophones s'en prennent aux francophones, etc., eh bien, on ne s'attaque pas au pouvoir central, le pouvoir de M. Paul Biya, qui est un pouvoir foncièrement néocolonial, qui est dans la droite ligne du pouvoir colonial, véritablement, avec quelques adaptations au contexte d'aujourd'hui, mais véritablement, qui reste dans la même veine, dans quelques domaines que ce soit. Il n'y a pas une once de volonté de construire un Cameroun qui soit au service des Camerounais, que ce soit même prenons le domaine culturel qui est souvent un domaine très négligé et très considéré comme secondaire par certains. Il n'y a pas la moindre once de volonté de construire quelque chose et de se dire là, vraiment, on est en train de construire quelque chose qui va dans le sens de ce que souhaitent nos compatriotes, de ce que souhaitent, qui va valoriser un peu ce qu'on est, etc. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, non seulement il y a instrumentalisation de la part de l'État central, mais il y a instrumentalisation de la part de certains groupes qui, effectivement, font croire que la solution serait dans le séparatisme. Je ne parle pas de ceux qui voudraient en revenir à une forme de fédéralisme ou même à une fédération, etc. Mais ceux qui prônent la séparation, sincèrement, je pense qu'ils instrumentalisent une situation objective, réelle, à d'autres desseins. Pour demain, peut-être dominer cette région-là et profiter des richesses dont recèle cette région. Parce que, quand même, fondamentalement, ce qui est à la base de tout ça, c'est le fait qu'il y a des richesses, notamment du pétrole, entre autres, et qu'il s'agit de siphonner ces richesses au profit de qui ? Au profit d'une caste qui, elle, est multiethnique. C'est toujours la même caste, c'est-à-dire que c'est pas seulement la caste, une caste Betty ou une caste, etc. C'est une caste dans laquelle vous retrouvez des gens de toutes les régions du pays, des nordistes, des gens de l'Ouest, des gens de la partie anglophone, etc. C'est cette caste-là qui s'accapare toutes les richesses de ce pays et qui se les partage. D'ailleurs, après, ils se règlent des comptes en s'arrêtant, etc. Bon, mais je veux dire que fondamentalement, bon, d'ailleurs, ceci dit, nous on est pour qu'il y ait un procès équitable pour chacun, même s'il a détourné de l'argent, hein, on s'entend bien. Je veux dire, nous, on est pour la construction d'un état de droit. Ça veut dire que même si monsieur X ou Y a détourné, il n'y a pas à maintenir arbitrairement qui que ce soit dans les geôles camerounaises, et évidemment encore moins des gens qui se battent pour défendre leurs droits sociaux, économiques, etc. Et je redis, parce que je pense qu'on tire à la fin, qu'il faut libérer l'ensemble des personnes arrêtées. Si
Si on parle d'apaisement, s'il y a une véritable volonté d'apaiser la situation, les tensions, etc., la première des choses et le premier signal fort à donner est libérer toutes les personnes arrêtées, journalistes, étudiants, etc., activistes, etc. Il faut arrêter de résoudre les problèmes sociaux en réprimant systématiquement. On ne peut pas. Et après, évidemment, il faut trouver effectivement, il faut que les documents soient traduits en anglais. Enfin, les revendications, elles sont quand même pas extraordinaires en plus, hein, véritablement. Donc, il faut répondre à ces revendications-là. Martial, Oui. est-ce que vous pensez qu'il y a une instrumentalisation de cette crise ? Et à qui profiterait le crime ? Alors, d'une façon générale, il y a une instrumentalisation. Alors, sur la longue durée, historiquement, il y a une instrumentalisation de la langue, évidemment, de la spécificité anglophone, ne serait-ce que dans les nominations. C'est-à-dire que, on va vous dire, on ne regarde pas forcément la compétence, la qualité des uns et des autres. On regarde, ok, il y a telle qualité, est-ce que c'est un francophone, est-ce que c'est un anglophone, etc. Donc ça permet effectivement à des élites de se reproduire, de trouver des moyens, des postures, des positions et des niches sociales. Donc ça, c'est clair aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tactiquement, on peut penser que ça ne relève que de l'instrumentalisation? Je ne sais pas. Parce qu'effectivement, c'est un mouvement endogène, c'est un mouvement donc, de certains Camerounais, dits anglophones, qui mène à la situation actuelle qui consiste à dire, voilà, nous, on ne peut plus vivre dans cette situation d'annexion, de quasi-colonisation interne, et nous, on veut en sortir. On va en sortir. On a proposé un certain nombre de changements constitutionnels, on a proposé autre chose, on a proposé des réformes qui n'arrivent pas. Donc aujourd'hui, on fait grève, etc. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a plus d'instrumentalisation purement de la langue. C'est pas, la langue elle est déjà instrumentalisée dans le mode de fonctionnement en fait, de l'État. Aujourd'hui, ce qui a toujours été fait, ça a été les stratégies classiques de diviser pour mieux régner, diviser les élites de telle région, etc. Et malheureusement, c'est une région qui a payé un lourd prix à cette instrumentalisation qui a été plutôt réussie. Alors, est-ce que ça profiterait? Je pense que non, on ne peut pas tout le temps procéder par instrumentalisation. Alors, beaucoup de sages ont dit que vous pouvez tromper une personne une fois, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Bon, de tout ce qu'ils l'ont dit, je ne retiendrai que la figure de Bob Marley qu'il a lui aussi dit, ou de Peter Tosh d'ailleurs. Mais je pense que c'est vrai, il y a bien un moment, et ça, je crois fermement dans les générations qui comprennent qu'elles ont autre chose à faire et autre chose à produire pour le Cameroun, et essentiellement à elles. Je crois qu'il serait très grave qu'elles s'inspirent de ce qu'on voit aujourd'hui dans la gestion de nos conflits, etc. Et vraiment, il faudrait que nous imaginions autre chose, quelque chose qui ne soit plus de l'ordre, j'ai envie de dire, de la captation. Et de ce point de vue, on a un énorme travail à faire sur nous-mêmes. Sur les 30 dernières années, depuis la période des ajustements structurels, depuis la période dite des démocratisations, je pense que la principale figure malheureusement que le Cameroun a instaurée et a quelque part mise en lumière, c'est la figure du FEMAN. Et la figure du FEMAN, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est vraiment la figure de l'accumulation, de la dépense, de la frivolité sans le travail. Il n'y a rien sans le travail. Construire l'unité, c'est un travail. C'est un travail de tous les jours. C'est construire des programmes scolaires, changer les curricula, construire un système éducatif, apprendre des langues. C'est un travail de tous les jours. Alors on ne peut pas avoir une élite qui est une élite de la dépense. On ne peut pas avoir une élite qui est une élite de l'apparence, qui est une élite de la soumission, qui est une élite de la prosternation. Ce n'est pas possible. On doit libérer pour nos jeunes qui arrivent eh bien, un imaginaire nouveau, un imaginaire à la fois de conquête, d'invention, d'imagination. On a des jeunes qui proposent des choses, que ce soit dans le digital ou ailleurs. Et c'est vers ces solutions qu'il faudrait aller. Et je pense qu'il y a 22 millions de Camerounais et que parmi ces 22 millions, il y a une majorité qui est pour qu'on avance vers ces... Vous savez, si on reste à considérer qu'on a le même petit gâteau, alors on a un gâteau à 10 millions d'habitants.
un gâteau un petit peu augmenté à 15 millions, à 20 millions, etc., on va finir comment? On va finir par se manger les uns les autres. Donc il faudrait que tous ceux qui ont quelque chose à apporter réellement, eh bien, qu'ils se mettent ensemble pour augmenter le gâteau et que tout le monde puisse manger. Si on reste dans le modèle ancien, c'est-à-dire ce qu'on connaît jusqu'à présent, il y a des gros risques devant nous et il peut y avoir des nuages extrêmement inquiétants. Alors, vous avez parlé tous les deux, vous avez parlé des jeunes, vous avez entendu parler du hashtag Bring Back Our Internet. Dans les régions, justement, anglophones, dites anglophones, il y a des coupures d'Internet. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus, Augusta? Mais là aussi, hein, je pense que ce n'est pas la première fois. Quand il y a des grandes tensions sociales, des situations très conflictuelles, on se rend compte, comme par hasard, comme par l'opération du Saint-Esprit, que les coupures sont plus fréquentes, les délestages sont plus fréquents, etc. Donc ça, je pense qu'il y a une volonté de couper la communication dans la zone ou de cette zone à l'extérieur. Et que, évidemment, là aussi, en même temps qu'il faut demander la libération de toutes les personnes interpellées, il faut aussi demander que la connexion Internet soit rétablie, parce que c'est évident que là aussi, ça fait partie de l'instrumentalisation. Là aussi, il y a une volonté du pouvoir de couper la région du reste du monde et d'empêcher que les gens communiquent entre eux au sein de la région et de la région à l'extérieur. Un mot sur les coupures d'Internet, peut-être? Alors, si c'était une volonté d'empêcher les communications, effectivement, on a constaté que dans les récentes élections présidentielles en Afrique centrale, en tout cas, sûrement ailleurs, mais en tout cas en particulier en Afrique centrale, c'est-à-dire dans notre voisinage, on a eu des phénomènes de même nature, hein, donc qui sont des phénomènes, je vais dire, ce sont des actions tactiques. Bon, admettons que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on gagne? L'expérience de la crise, que vous appelez une crise, mais bon, qui n'est pas vraiment une crise, hein, mais qui est une situation dramatique, mais qui est le produit logique de ce qui s'est passé par le passé. Alors, ce qu'on en apprend, c'est que nous avons eu dans les années 50-60 quelques groupements, effectivement, qui étaient très minoritaires, qui étaient sécessionnistes. Mais on avait beaucoup, donc la majorité, qui revendiquaient donc, leur insertion au Cameroun. Quand on arrive dans les années 90, on voit que les mouvements qui sont sécessionnistes, non seulement reviennent, mais visiblement sont plus forts, ils sont plus entendus. Alors, si on apporte les mêmes solutions, c'est-à-dire qu'on ne répond pas, on réprime, parce qu'effectivement, quand on fait des manifestations, il arrive qu'on fasse des entorses à la règle, etc. Ça fait partie des manifestations. Si on ne voit pas le problème politique fondamental qui est posé, ok, on va utiliser toutes les tactiques. Admettons que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on aura dans 10 ans? Parce qu'on est passé des gens qui disaient, bon, on veut être dans l'ensemble camerounais. Ensuite, on veut être, mais il faut quand même modifier quelque chose. Il faut toucher un petit peu à la loi. Il faut éviter les marginalisations. On répond par quoi? Par des nominations et par un jeu de puzzle. Donc on réarrange les choses et puis ça reste pareil. Aujourd'hui, on a des gens qui disent qu'ils veulent être sécessionnistes, peut-être pas majoritairement, mais peut-être demain, à force d'être fort dans la tactique, puisque visiblement on est fort dans la tactique, eh bien on va récolter autre chose. Et ceux des Camerounais qui ne veulent pas autre chose doivent s'exprimer. Peut-être autre chose qui pourrait être dangereux et produire un meilleur Cameroun. Un Cameroun, on l'a vu, un Cameroun qui est 5 fois champion d'Afrique. Qui gagne. Avec un jeune gardien de but qui est arrivé, qui a enregistré une très très belle vidéo, ce jeune Ondoa, en disant « Je suis Bamenda ». C'est très très beau, c'est très émouvant. Oui, à ce propos d'ailleurs. Un mot de la fin. Oui, un mot de la fin, pour dire que le fait d'avoir gagné la coupe d'Afrique des Nations est d'autant plus formidable que ces jeunes ne disposent d'aucun moyen il n'y a pas de politique, de politique pour favoriser, développer des infrastructures, permettre la promotion d'entraîneurs, etc., etc. Il n'y a rien n'est fait. Donc ils sont d'autant plus méritants et c'est d'autant plus indécent que le pouvoir politique central récupère effectivement cette victoire. Parce que vraiment, s'il y a une chose dont on est certain, c'est que ces jeunes-là n'ont pas gagné grâce à la politique sportive, à la politique développée par rapport au sport. C'est vraiment pas le cas. Et donc, ils sont d'autant plus méritants. Et aussi parce que, bon, peu de gens y croyaient, hein,
dans cette jeune équipe-là, inexpérimentée, etc., la plupart des compatriotes eux-mêmes n'y croyaient pas. Donc vraiment, moi je crois que c'est un signal très fort pour 2017. Et cette jeunesse-là, ça prouve qu'elle est vraiment encouragée et elle est vraiment l'avenir du pays, quoi. Et alors, surtout que pendant la victoire, elle pense à Bamenda. Je trouve que c'est ça qui m'a... c'est ça, également. Cette conscience, effectivement, c'est formidable. À Bamenda. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de ce débat. On en profite également pour féliciter donc nos Lions qui ont remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes tous fiers, nous sommes tous très fiers. Camerounais. Merci beaucoup aux invités qui ont répondu présents. Je ne pourrais pas clôturer cette émission sans remercier chaleureusement mon équipe technique. Je commencerai donc par HTB, Yann Leblond-Tafoma, Aziz. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous samedi prochain à la même heure sur Canal 2 International.